248 jours depuis que la RDC est agressée dans sa partie Est, nous compatissons avec nos compatriotes victimes des affres de cette guerre injuste dans cette partie du pays. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. C'est en principe aujourd'hui, samedi 8 décembre 2012, que va s'ouvrir les sommets extraordinaires de la SADC à Dar es Salaam en Tanzanie. Et le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange est arrivé hier pour participer à ces assises. Un seul point à l'ordre du jour, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Révivons son arrivée à Dar es Salaam avec Jacques Moukaleng Makal. Dar es Salaam, capitale de Tanzanie, accueille le samedi 8 décembre 2012 le sommet extraordinaire de la SADC consacré à la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre-là que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a quitté Kinshasa ce vendredi 7 décembre pour Dar es Salaam, où il est arrivé vers les 18h30 en heure locale à bord de l'avion présidentiel. Au pied de l'avion, le chef de l'État a été accueilli par le ministre tanzanien de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, David Matayo Kavidi, l'ambassadeur de la RDC en Tanzanie, Juma Alfani Pango, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Lubatambo, et quelques personnalités de haut rang présents à l'aéroport international Julius Nyerere. Une ambiance festive a rehaussé cette arrivée en Tanzanie du chef d'État par des danses et chants et la musique de la fanfare jouée avec brio sur le tarmac. Retenez que le président Joseph Kabila Kabange, ses pairs chefs d'État des pays membres de la SADC, les chefs des délégations et le président en exercice de la CIRGL vont prendre part à ce sommet extraordinaire que présidera le président tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete à Dar es Salaam. Voilà, retour au pays pour dire que le président de l'Assemblée nationale, Obeng Minaku, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en poste en République démocratique du Congo. De quoi il était question? La réponse dans ces reportages signés Jean-Pierre-Henri Kassanganambengo, Sido Kidiamboko, Élisée Mawete et Kazo Kazadi. À tout prendre, cela vaut une bonne inspiration que lorsqu'on effectue ses premiers pas dans ses nouvelles fonctions, on le réserve à des contacts permettant une vision globale de son rayon d'action. Cette illustration de ces principes transparaît dans l'entretien que le président de l'Assemblée nationale, Obeng Minaku, a accordé au nouveau représentant résident de l'une des deux institutions de Bretton Woods en République démocratique du Congo. Il s'agit pour le Fonds monétaire international de M. Oscar Meladou, qui a présenté à l'occasion un tableau complet des éléments de son agenda, dont un de points s'est libellé en termes du renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. La réforme de la Commission électorale nationale indépendante en cours de discussion à l'Assemblée nationale, avec la prise en compte des observations émises par diverses évaluations du processus électoral, dont celle de la communauté internationale, la situation sécuritaire à l'Est, à la résolution de laquelle s'emploie la Grande-Bretagne à travers le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne, voici présentés les axes d'orientation de l'échange entre les présidents de l'Assemblée nationale, Obeng Minaku, et l'ambassadeur de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, M. Nel. Adoption hier au Sénat de la loi sur le découpage territorial de la République démocratique du Congo. Juste après, le président de la Chambre haute du Parlement, Léon Kengo Wadondo, a échangé avec les évêques membres du comité permanent de la CENCO, Bertin Ekofoïsaoso, John Kayumba et Robespierre Diakivangamene. La conférence épiscopale nationale du Congo se mobilise face à la situation actuelle du pays. Une délégation des évêques membres de la CENCO était reçue ce vendredi 7 décembre par le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, pour une entrevue. Les prélats sont venus plaider pour une cohésion nationale. Ça fait partie d'une démarche qu'ils font dans le souci de la cohésion nationale pour pouvoir affronter ensemble les défis actuels qui est né de la consternation dans laquelle nous sommes tous plongés après la prise de Goma. C'est une démarche patriotique que les évêques ont amorcée auprès des autorités du pays. La lecture des évêques a été publiée hier. À l'issue du comité permanent, ils ont lancé un message à tous les Congolais intitulé « Peuple congolais, lève-toi et sors de ta patrie ».
Le président du Sénat, Léon Kengodondo, a ensuite présidé une séance plénière pour la poursuite des travaux sur les limites des provinces. L'Assemblée plénière a adopté le texte global après le toilettage de la Commission. La province a des compétences propres lui attribuées par la Constitution pour permettre à mobiliser le peuple à la base aux fins d'un développement harmonieux de toute la République. La prochaine étape sera la confrontation au niveau de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat. Évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et l'évolution récente de la situation économique de la RDC, 2 points essentiels repris au point de presse animé hier par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, Rikin Zuziloya et Henri Amouri pour les reportages. C'est devant une légion hétérogène des professionnels de médias, nationaux et internationaux, que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon a fait ce jeudi 7 décembre 2012 le point de la situation politique et économique de la République démocratique du Congo, les membres du gouvernement présents. L'insécurité hante la province du Nord Kivu. L'œuvre est du groupe armé Force Négative dit M23 depuis 8 mois. Ce groupe, avec le soutien du Rwanda, s'il faut s'appuyer au dernier rapport des experts de l'ONU, a attaqué et occupé les territoires de Massissi, Rutshuru et récemment la ville de Goma. Dans leurs opérations, les éléments du M23 n'ont pas épargné les biens des particuliers et de l'État, a relevé le Premier ministre Matata Ponyo à la presse. Des actes ignobles et répréhensibles sont à charge de ces éléments pendant seulement 11 jours de leur occupation du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils ont violé à Goma, tué, enlevé, torturé et pillé même les engins de l'office des routes servant à l'aménagement des voies d'intérêt public. Consternation. Mais hélas, le président de la République, Joseph Kabila, et le gouvernement de la RDC ne ménagent aucun effort, tant sur le plan politique, diplomatique que militaire, pour restaurer la paix et la sécurité au Nord Kivu. C'est dans cette optique que les rebelles ont d'ailleurs quitté Goma, où la vie vient de reprendre, bien que timidement. Quant au deuxième point, de la situation économique et financière, le chef du gouvernement a souligné que la stabilité macroéconomique est soutenue, une gestion budgétaire orthodoxe et des meilleures perspectives de croissance économique, projetées à 7,2% à fin décembre 2012, contre une moyenne de 6,9% l'année dernière. Et les réserves internationales sont de l'ordre de 1,674 milliards 17 $. C'est censé passer du financement d'autres projets de développement. Que dit alors le Premier ministre Matata Ponyo sur le programme économique du gouvernement en rupture d'exécution au Fonds monétaire international? Le programme avec le Fonds monétaire était exécuté de manière excellente. Les agrégats macroéconomiques, les agrégats quantitatifs, sur lesquels l'appréciation monétaire du programme est faite, ces agrégats affichent une performance. Mais il se pose certainement quelques problèmes de gouvernance dans le secteur minier. Juste après ces points de presse, le chef du gouvernement s'est entretenu avec l'ambassadeur du Liban en RDC. Ce dernier était porteur d'un message du Premier ministre libanais à son homologue congolais, Gisèle Ngalola Henri Amouri. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a occupé une bonne place dans les échanges du Premier ministre Matata Ponyo avec l'ambassadeur du Liban reçu en audience ce vendredi 7 décembre. Saad Zakia était également porteur de la lettre du Premier ministre libanais à son homologue congolais concernant les relations bilatérales. Aujourd'hui, j'ai venu seulement saluer son Excellence Monsieur le Premier ministre et de lui transmettre une lettre de son homologue Monsieur Najib Mikati concernant les relations bilatérales entre les deux pays. En même temps, on a discuté un petit peu l'appui moral et de la République libanaise à la République démocratique du Congo concernant la situation à l'Est.
sachant que la présence de la communauté libanaise à Kinshasa est intégrée depuis les années 60 et son rôle est déjà très positif à l'accueil et très remerciement à l'accueil du peuple congolais. En même temps, leur collaboration à l'industrie et à l'économie congolaise est très effective. C'est pour cela que les relations bilatérales entre les deux pays sont toujours de gains positifs de plus en plus. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej, s'est entretenu avec les humanitaires opérant à Goma. Les patrons de la territoriale les a rassurés quant à la situation sécuritaire dans la ville et les efforts déployés par les gouvernements, nous dit Joseph Oscar Mbalkaïj. Des inquiétudes sur le plan sécuritaire ont été formulées au ministre de l'Intérieur par ces humanitaires. Les délégués des OCHA, du Programme alimentaire mondial, de l'Organisation internationale de migration et d'autres organisations non gouvernementales éprouvent d'énormes difficultés dans l'acheminement et la distribution des vivres aux déplacés de guerre de Goma. Il y a peu, les sites des déplacés de Mugunga 3 venaient d'être attaqués par des inconnus qui ont eu tout le temps matériel possible, soit de minuit à environ 3 heures du matin, pour emporter nourriture, couverture et d'autres biens de valeur distribués par ces ONG internationales, ce après avoir violé quelques femmes. Richard Mouyej Manguez-Mans a rassuré ses interlocuteurs des dispositions prises par le gouvernement de la République pour sécuriser les personnes et leurs biens. Des éléments de la police nationale congolaise ont été redéployés à Goma. Des instructions précises et claires ont été données au commissaire général de la police, le général Charles Bisengimana, et aux responsables des services de sécurité. Juste après, Richard Mouyej Manguez-Mans s'est prêté aux questions des journalistes de la presse locale et internationale sur l'opportunité des négociations avec les M23, l'application des accords de Kampala et la sécurisation de la ville de Goma en proie à quelques cas de banditisme et vol après l'évasion de la prison centrale de 1662 détenus, tous condamnés par la justice congolaise. Une évasion favorisée par les rebelles du M23. La population a été conviée à dénoncer tous ces malfaiteurs. Après son discours à la 18e conférence sur le climat des affaires à Doha, au Qatar, les vice-premiers ministres, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, a fait un lobbying en faveur de la RDC. Françoise Bouila Pompomba. Le déplacement pour Doha des 3 membres du gouvernement congolais a eu aussi le côté contact. Au cours de cette séance de travail avec la ministre brésilienne de l'Environnement, il était question de discuter sur le modèle de réussite dans l'obtention et la gestion des financements en contrepartie de la protection des forêts de l'Amazonie. Pour un accompagnement, Isabella Texera a dit à Daniel Mukoko que le Brésil est prêt à signer un accord avec la RDC afin d'apporter son expertise. Aussi sur la surveillance des forêts. Depuis 2009, le PNUD est resté aux côtés de la RDC. La stratégie RED+ a été conçue avec l'appui de cette institution onusienne. C'est à elle que revient la charge de gérer de manière intermédiaire le Fonds national RED+ RDC. Hélène Clark, administrateur exécutif du PNUD, et Daniel Mukoko Samba ont eu à approfondir les contours de la question. Une autre femme, cette fois-ci à la tête du Fonds pour l'environnement mondial. Elle est aux affaires depuis 6 mois. Cette ancienne ministre japonaise des Finances a profité de la tenue des assises de la COP18 pour lancer le débat sur la question du financement octroyé par son organisme aux pays éligibles. La complexité de la question liée à la gestion des forêts congolaises a été au centre de cet entretien entre le patron du budget congolais et le ministre français délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Bien qu'il y ait un engagement au niveau national de la réduction des émissions des effets de serre et de la déforestation en RDC, au niveau provincial, de gros efforts doivent être consentis. Daniel Mukoko a réussi à obtenir le soutien de la France pour introduire cette requête dans les discussions qui se tiennent dans la COP18. La présidence congolaise de la francophonie a eu une tribune à Doha. À travers cette signature, la France, la Wallonie et le Canada acceptent de financer pendant 3 ans la traduction du bulletin de la terre et de la forêt, outil d'information qui va désormais servir l'espace francophone. C'est au cours de cette concertation ministérielle.
Retour au pays pour dire que le ministre de l'Agriculture, Jean Chrysostome Vahamouti, s'est entretenu hier avec les investisseurs turcs, chinois et coréens. Les explications, c'est avec Floribert Kinangamoussachi. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Vahamouti Jean Chrysostome, veut engager la République démocratique du Congo dans l'option de la modernité. Dans le domaine de la pêche, il ouvre le ministère aux investisseurs qui veulent s'engager dans la stratégie globale visant au développement de la pêche industrielle. C'est le sens qu'il faut donner au protocole d'entente qu'il vient de signer avec la société Turkoglu, basée en Turquie et représentée ici par M. Khan Ilmi. Une banque suisse se dit prête à mettre à la disposition du gouvernement congolais un financement pour le développement de l'hydraulique rurale à des conditions flexibles. Le ministre a souhaité d'abord faire une étude de l'offre en associant les ministères et les services compétents qu'il va ensuite soumettre au gouvernement. Toujours dans le domaine de l'hydraulique, un groupe coréen a exposé ses expériences à travers le monde dans la desserte en eau potable des milieux ruraux et périurbains. La délégation chinoise, quant à elle, conduite par Ku Shirong, est prête à démarrer la production des semences améliorées à croissance rapide de riz, de maïs et du sorgho en République démocratique du Congo afin de couvrir les besoins du pays en interne pour ses denrées de base. C'est un grand projet. Nous venons d'être reçus par son Excellence le ministre qui nous a dit d'abord dans un premier temps dans un champ d'expérimentation pour voir la productivité et après nous allons nous mettre à l'œuvre pour produire un peu plus pour tous les pays. Le ministre du genre, de la famille et de l'enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, a échangé avec les membres du réseau genre de l'administration publique. Betty Amani et Paul Landou ont signé ces reportages. Ces femmes qui servent d'interface entre le ministère du genre et leurs ministères respectifs ont fait part à l'autorité des difficultés auxquelles les réseaux est confronté depuis la mise en place de ces structures en 2005, notamment la faible mobilisation des ressources financières et matérielles au niveau du budget de l'État et des partenaires au développement pour accompagner les réseaux dans ces activités. Les échanges ont porté également sur la nécessité de leur renforcement des capacités de manière permanente sur l'évolution du concept genre. Ces femmes de l'administration publique ont sollicité l'actualisation des données statistiques par sexe, grade et niveau d'instruction. Elles ont en outre proposé à la ministre Geneviève Inagosi Kasongo la poursuite de la sensibilisation des secrétaires généraux et des directeurs de services généraux pour la mise en œuvre de la dimension genre. Nous venons d'avoir une séance très brillante d'échange sur la question du genre. Nous la sentons très ouverte et très disposée à faire avancer les questions relatives au genre, à combattre. C'est vrai, le combat est à tous les niveaux. À notre niveau, nous combattons, à son niveau, elle combat. En tant que membre du gouvernement, je crois qu'elle a cette responsabilité d'amener très loin la question relative aux droits des femmes. Les points focaux demandent à nos ministres respectifs d'être attentifs aux questions du genre, surtout dans l'élaboration des politiques sectorielles, des programmes sectoriels, que ces programmes prennent en compte l'ensemble de la population là. Ce reportage a été rendu par Suzanne Lumana. L'ONU Habitat est déterminée à accompagner la République démocratique du Congo dans la réforme du secteur foncier. La délégation de cette structure onusienne l'a déclaré au ministre des Affaires foncières, Robert Mbwinga, au cours d'une audience. Guy Blaise Kitiki et Depatou Litamba ont signé ces reportages. Le ministre des Affaires foncières, Robert Mbwinga Bila, a échangé avec les experts de l'ONU Habitat, conduit par M. Oumar Silla, chef de bureau de Kinshasa. La rencontre concernait l'évaluation du programme foncier et la redéfinition des différentes stratégies, se basant sur le programme du gouvernement pour la réforme foncière. Paul DeWitt, qui est un consultant en politique foncière, a souligné que dans cette réforme, il est question de savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas marché, et tester l'expérience dans les entités foncières. Aujourd'hui, réforme foncière, c'est un processus politique, mais aussi un processus technique qui passe par un diagnostic, par l'identification des problèmes, par l'identification des acteurs et par la mise en place d'une plateforme pour discuter de la question. Je pense qu'aujourd'hui, la démarche de UN Habitat, telle qu'elle est venue aujourd'hui,
c'est d'apporter une réponse à cette préoccupation du gouvernement pour voir comment on peut cheminer ensemble pour entamer ce projet très ambitieux qui est la réforme foncière. En ce qui concerne la population, celle-ci n'est pas sécurisée, dans le sens que cette population ne possède que de documents qui ne la sécurisent pas, a-t-il dit. Donc, il est nécessaire de faire dans les jours à venir la conversion des documents en vue de tenir les titres de propriété pouvant la sécuriser. Le deuxième intervenant, Eric Van Roy, de l'entreprise Borgerwitz Technologies, lui a parlé du cadastre congolais certifié. Dans ce cadre, l'entreprise veut aider les affaires foncières pour avoir un cadastre unique et centralisé pour tous les pays, avoir un fichier unique pour tous les fonctionnaires afin de mieux contrôler d'une façon ou d'une autre les agents faisant partie du ministère. Il s'est tenu jeudi dernier la revue annuelle du programme militaire de contrôle des maladies cardiovasculaires. C'était à l'intention du personnel militaire de santé. C'est un reportage de Sylvie Yoa rendu par Joël Ngenza. Les maladies cardiovasculaires restent l'une des causes de mortalité au sein des FARDC. Les militaires doivent alors être informés sur ces maladies en vue d'une prévention. Le programme militaire de contrôle des maladies cardiovasculaires a ainsi organisé la revue annuelle ce jeudi 6 décembre 2012 en présence du personnel militaire de santé de la garnison de Kinshasa et du représentant du ministre de la Santé. Parmi les intervenants, le médecin directeur général du service de santé des FARDC qui a expliqué le processus de mise en œuvre du programme de lutte contre les maladies non transmissibles et les stratégies de contrôle des maladies cardiovasculaires. Programme qui satisfait le coordonnateur général du programme militaire de contrôle des maladies cardiovasculaires. Une année d'activité de jeunes programmes, il fallait aussi faire intervenir les partenaires extérieurs, particulièrement les organismes pour qu'ils s'imprègnent un peu de ce que l'armée a commencé et voir comment notre ministère de la Santé peut s'appuyer sur ce programme pour la santé cardiovasculaire de la population congolaise. Enfin, le premier médecin directeur général du service de santé des FARDC a clôturé avec le projet d'avenir en rapport avec les maladies cardiovasculaires au sein des FARDC. Il faudrait qu'il y ait appropriation au niveau de la communauté dans le cadre de la lutte, c'est-à-dire qu'agir en prévention primaire. Il faudrait que les gens qui sont débouchés, soit obèses, puissent commencer à intervenir dès le départ. C'est-à-dire que, à cause de l'importance de la prévention, plutôt qu'attendre les conséquences pour commencer à agir. La cérémonie s'est clôturée par la visite du centre des contrôles des maladies cardiovasculaires des FARDC. Étudier les voies et moyens d'améliorer les conditions des malades au sein des institutions hospitalières, c'est l'une des priorités du ministre de la Santé publique. C'est dans ces cadres qu'il a visité respectivement l'hôpital de la Rive et l'hôpital des références de Makala. C'est un reportage de Virginie Lofembe. Dans le cadre de la mise en œuvre de la révolution de la modernité dans le secteur de la santé, à travers le programme d'action du gouvernement de la République, afin d'assurer une prise en charge correcte des malades, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange Numbi, a effectué une descente surprise à l'hôpital de la Rive, autrefois léproserie. 180 personnes de santé pour 36 lits à raison de 5 médecins pour un malade. La majorité du personnel soignant sont du 3e âge. Guidé par le médecin directeur Mazès Kabinge, Félix Kabange Numbi a commencé par le bureau de consultation, à la salle d'opération en passant par la pharmacie et les chambres des malades, ainsi que par le camp des lépreux guéris. Le ministre de la Santé a promis de repasser avec son collègue des Affaires sociales Action humanitaire pour rétablir l'atelier d'apprentissage en vue de réinsérer dans la société les anciens lépreux déjà guéris. Déçu de constater qu'une école a été construite dans ce centre hospitalier où les infections constituent un danger permanent pour les écoliers. Dans un autre chapitre, Félix Kabange Numbi s'est rendu à l'hôpital de référence de Makala dans la commune de Selimbaou, où le constat est aussi amer. Buté à un excédent de problèmes aussi pénibles les uns que les autres dû au pillage de 1997. Soutenu par des actions ponctuelles par des partenaires de la santé, cependant le défi à relever reste encore énorme. Le ministre de la Santé s'est livré au même exercice. Il a passé en revue l'hôpital où le 5e étage est réservé aux détenus les plus démunis qui en profitent pour s'évader la nuit. Guidé par le médecin directeur en présence du médecin inspecteur de la ville-province de Kinshasa, dans tous les cas, les solutions urgentes s'imposent.
Le syndicat national des pharmaciens du Congo vient d'organiser son premier congrès national. C'était sur l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, nous dit Marie-Chimène Kamoka. Les pharmaciens de la République démocratique du Congo, réunis au sein du syndicat national des pharmaciens du Congo, participent du 7 au 8 décembre 2012 au premier congrès ordinaire et électif du SINAFACO. Une occasion pour les congressistes de faire un état de lieu des activités de leur corporation depuis sa création en 1995. Il sera également question d'examiner des candidatures des pharmaciens pour l'installation du nouveau bureau exécutif national au regard des textes et lois en vigueur en toute équité et responsabilité. Le secrétaire général du bureau sortant a révélé dans son rapport que la profession des pharmaciens court vers la perdition suite à la fabrication des mauvais médicaments par les non qualifiés. Ces derniers sont à la base des nombreux cas de décès. Pour pallier à cette situation, le bureau sortant sollicite l'engagement de tous les pharmaciens pour relever les défis majeurs en vue de sauver la profession des pharmaciens. La cérémonie d'ouverture de ces travaux de 2 jours a été présidée par le doyen de la faculté des sciences pharmaceutiques qui a demandé aux participants de reconnaître les actions des initiateurs de cette structure. Forum sur les violences sexuelles faites à la femme. Cette sensibilisation a consisté à rappeler aux jeunes de faire bon usage des nouvelles techniques d'information pour éviter les dérapages. Redépendant pour les commentaires. Respect en ligne, respect dans la vie, c'est le slogan de combat pendant les 7 jours de sensibilisation dans la lutte contre toute nouvelle forme de violence faite à la femme, violence liée aux nouvelles technologies d'information et de la communication. Ces derniers temps, avec l'avidité sexuelle, pour attraper un partenaire ou un bien-aimé, pour obtenir un mariage, l'Internet ou le Facebook est devenu un moyen le plus facile et direct pour y accéder chez les jeunes hommes et femmes sans craindre les conséquences de si je savais. Un vidéoforum de mariage sur Internet a été organisé pour appuyer la campagne dénommée Nous pouvons pour la protection des droits des femmes. Lors du débat d'échange entre les participants, composé de jeunes et parents, le sujet a été enrichi avec la contribution de chacun. L'Assemblée était très édifiée avec l'intervention de Madame Françoise Moukoukou, coordonnatrice de cette association, qui a conclu en rappelant l'objectif poursuivi dans cette campagne qui est celle de faire la promotion pour la protection des droits des femmes, la lutte contre les violences sexuelles domestiques usuelles et celles relatives aux nouvelles technologies d'information et de la communication. Nous utilisons les technologies de l'information et de la communication pour lutter contre toutes les formes de violences faites à la femme qui passent par le biais des technologies de l'information et de la communication. Et puis cette visite de Saint-Nicolas à l'école Massamba pour célébrer sa fête le 6 décembre dernier. Nadine Futuka et Eric Djouké. Dans le cadre de la célébration de la fête de Saint-Sylvestre, le Saint-Nicolas annonciateur a fait la ronde des écoles de la capitale, notamment des écoles Massamba appartenant des communes de Lemba, d'Ndjili, de Limete et du quartier Yolo. L'on sait que chaque 6 décembre, Saint-Nicolas offre des cadeaux aux enfants, surtout ceux de la maternelle. À cette occasion, il a effectué les tours dans toutes les salles des maternelles. Les surprises se sont succédées. Partout où Saint-Nicolas est entré, les enfants étaient sous émotion. Mais cela n'a pas empêché les Saint-Nicolas de les embrasser, de leur remettre des cadeaux et de faire des photos. Les écoliers, les enfants de maternelle, les enseignants, ainsi que le parent étaient tous au rendez-vous. Une ambiance intense et festive ainsi a fini la rencontre Saint-Nicolas et les enfants. Monsieur Louyeye, l'un des enseignants de l'école Massamba, a expliqué le personnage de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est l'ami des petits enfants. Vieillard qui voulait déposer des cadeaux chez ses amis. Or, son sac était troué. Il voulait aller tout d'abord vers la montagne. Et à coup de route, les cadeaux tombaient. Il arrive à la montagne. Il regarde là où il devait donner des cadeaux aux enfants. Il n'y avait plus de cadeaux. Il a regretté. Or, qu'un vieillard qui était quelque part. Voyez comment Saint-Nicolas faisait tomber les cadeaux. Il a ramassé tous ces cadeaux-là. Il est allé trouver Saint-Nicolas pour les lui remettre. Saint-Nicolas nous posait la question, mais toi tu es qui? Il dit, mais au village, moi on m'appelle Père Fouettard.
par pourquoi c'est Nicolas a son ami qu'on appelle Fouettard. Voilà, ainsi s'achève cette édition des Génies d'Ada Chabani, réalisée par Ramada Poki et Luison Moulongo, et sous la direction de Guillaume Koukou Mamengi Pandji. Redin Poi était derrière la caméra. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à Ernest Boulukoko, Alain Sodi, Baby Limbele, Alain Galia et Jacques Ouamba. Excellente suite de programme à tous sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.